Salut les investisseurs, j'espère que tu passes un bon week-end de la fête du travail. Et cette semaine, on va faire un format un petit peu différent. D'habitude, je fais le point macro hebdo sur le Discord, donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Habituellement, on a une revue comme ça toutes les semaines dans laquelle on va décortiquer l'économie américaine et l'économie mondiale et essayer de faire un point pour se donner des pistes possibles d'investissement quand il y en a et se donner une idée de l'état de l'économie. Donc cette semaine, je vais le faire en vidéo et si c'est un format qui t'intéresse, eh ben, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et laisse-le moi savoir dans les commentaires et je referai plus de vidéos de ce type, peut-être une fois par mois quand on a justement les graphiques qui se mettent à jour pour le mois. Donc la première chose qu'on va observer, c'est la balance sheet de la Fed. Ça, ce que ça nous indique, c'est si la Fed, elle ajoute des liquidités sur le marché ou si elle en retire. Donc quand on voit que la balance sheet de la Fed diminue comme ça veut dire qu'ils sont en train de vendre les actifs qu'ils détiennent dans leur bilan et donc qu'ils vont récupérer des liquidités sur le marché et accumuler des liquidités. Donc ça retire des liquidités du marché. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, depuis 2023, ils ne font que de retirer des liquidités du marché. On a eu un petit pic ici qui a été dû au fait des faillites bancaires, quand on a eu la SVB qui a fait faillite et qu'il y avait beaucoup d'autres banques qui pouvaient être impactées. À ce moment-là, ils ont réinjecté très temporairement des liquidités pour éviter ces faillites, mais depuis, on peut voir que ça a repris à la baisse, et malgré les annonces de baisse de taux qui devraient arriver, eh bien on peut voir que pour l'instant, ils ont toujours une politique plutôt restrictive sur le marché, et donc ils retirent des liquidités, ce qui ne favorise pas justement les échanges, et donc devrait ralentir l'économie. Maintenant, si on regarde le reverse repo, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la même chose. Ça a fait que baisser et maintenant on est sur un état de stagnation. Le reverse repo, c'est un mécanisme en fait qui permet de stimuler à très court terme les liquidités sur le marché avec les banques pour pouvoir maintenir un taux d'intérêt dans une braquette de 0,25%. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, ça reste stable parce que tout simplement, ils essayent de maintenir le taux et qu'ils n'ont pas beaucoup plus d'efforts à faire pour maintenir le taux. Ensuite, si on regarde des indicateurs un petit peu plus poussés, ce qu'on peut voir, c'est que l'inflation est enfin passée sous la barre des 3 et qu'elle est maintenant à 2,9. Donc, on pourrait se dire que l'inflation, pour l'instant, elle a été plutôt bien combattue par la Fed et que la politique monétaire restrictive a fait son effet. Et donc, ils vont commencer tranquillement à se préparer à revenir à une politique monétaire un petit peu plus accommodante, surtout si les résultats au niveau de l'emploi commencent à se détériorer. Ici, ce qu'on peut voir, c'est justement les résultats du chômage et on peut voir qu'il y a un petit rebond sur le chômage qui est en train de se profiler et là, ce rebond, il a commencé à faire à remonter d'un petit peu plus que 0,5%, ce qui généralement s'appelle l'Assam Rules et qui déclare le début d'une récession potentielle. Donc là, on peut commencer à avoir une première indication de récession aux États-Unis avec cet indicateur et il va donc falloir commencer à faire attention. Et puis, au niveau de la dette sur le PIB, on peut voir que malgré la politique restrictive, eh ben, l'État continue de dépenser beaucoup trop et le PIB n'a pas tant augmenté et donc on se retrouve avec une dette sur PIB à 122% et on peut voir que en fait pendant la période Covid ça a complètement explosé à la hausse au-dessus des 100% et qu'on n'arrive pas du tout à revenir à ce niveau-là. Donc on est sur un État qui est surendetté, la dette coûte très cher avec les taux d'intérêt qui sont très élevés et donc on a une forte pression de la part du gouvernement de faire baisser les taux pour pouvoir retrouver des mensualités qui soient plus faibles et que ça fasse baisser en fait la part de l'État dans le PIB, la part des dépenses de l'État dans le PIB. Et donc là on peut voir ici les taux d'intérêt sur les différentes maturités d'obligations. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'en fait depuis 2022, on est resté dans le même range. Donc là, on a réussi à arriver au plafond des taux d'intérêt. Les courbes sont complètement inversées puisque on a le 1 an en bleu,
Ensuite, on a le 3 ans en vert. On a ensuite le 5 ans en jaune, le 10 ans en orange et le 30 ans en rouge. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles étaient restées inversées pendant très longtemps, ces courbes, mais là, elles sont en train de se désinverser. On peut voir que la courbe rouge va bientôt revenir au-dessus de la bleue, ce qui veut dire que le taux à 30 ans va redevenir plus attractif que le taux à 1 an, ce qui est en fait normal, puisque quand on prête de l'argent, si on prête de l'argent sur 30 ans, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer, donc on va vouloir un taux d'intérêt plus élevé, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Et là, ce qu'on peut voir sur ce petit graphique qui est ici en bas, c'est la comparaison entre le taux de rendement sur les obligations 10 ans et celle à 2 ans. Et en fait, cet indicateur, quand il passe ici dans le négatif, ça veut dire que la courbe des taux est inversée, donc qu'on est potentiellement dans un moment où la Fed augmente son taux d'intérêt parce qu'il y a de l'inflation. Mais quand cet indicateur revient au-dessus de 0, en général, ça déclenche une récession. Et donc là, on a cet indicateur qui est revenu à 0. Et donc maintenant, on va revenir sur une courbe de taux qui est normale, c'est-à-dire plus on prête à long terme, plus on va recevoir de taux d'intérêt. Mais par contre, on a ici un deuxième indicateur avancé de récession potentielle aux États-Unis. Donc il faut commencer à être plus prudent sur les équités américaines. Maintenant, si on regarde le CME, ce qu'il prévoit pour les prochaines baisses de taux, donc pour la prochaine rencontre du 18 septembre, il y a 70% qui pensent que l'on va avoir une baisse de taux seulement de 25 points de base, donc 0,25%, et 30% qui pensent qu'on va avoir 50 points de base, donc 0,5%. Maintenant, on va faire un petit tour de l'économie canadienne. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est les obligations. Ça, c'est le prix des obligations. Donc, le prix des obligations, il est inversement corrélé au taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est en train de monter, plus le prix des obligations est en train de baisser, puisque l'obligation qu'on avait achetée l'année précédente vaut beaucoup moins cher maintenant sur le marché, puisqu'on peut acheter une nouvelle obligation avec un taux d'intérêt plus élevé. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça a fortement remonté, surtout sur le 30 ans qui était très décoté. J'en avais parlé il y a quasiment 1 an qu'il y avait un play à faire là-dessus. Et moi, je l'ai fait plutôt sur les obligations américaines, puisque ça va bientôt se déclencher sur les obligations américaines. Donc il y a sûrement un coup à jouer sur les obligations américaines pour les personnes qui voudraient investir de cette façon-là. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, donc prends tes responsabilités et fais tes recherches avant d'investir. Mais justement, on peut voir l'effet que ça a eu au Canada, et on sait que les baisses de taux vont bientôt arriver aux États-Unis, donc on peut s'attendre à un effet similaire. Donc on peut voir que toutes les obligations sont tranquillement en train de remonter en termes de prix, et que c'est les obligations qui ont la plus longue date de maturité qui sont remontées le plus fort. Ensuite, ici, on peut voir le taux de rendement des obligations. Et au Canada, on est encore sur un spread qui est un petit peu plus élevé qu'aux États-Unis, mais le spread est en train de vraiment se resserrer. Donc, on devrait avoir une inversion de la courbe des taux qui devrait arriver bientôt. Donc, un retour à la normale, en fait, de la courbe des taux de rendement. Et on peut voir que déjà, le 30 ans et le 10 ans sont déjà en train de repasser. Donc, ici, on a pareil les couleurs les plus froides qui sont les maturités les moins longues. Donc là, par exemple, le 1 an en bleu, ensuite on a le 2 ans en vert, le 3 ans en jaune, le 5 ans en orange, le 10 ans en rouge et le 30 ans en violet. Et on peut voir que le violet et le rouge sont repassés au-dessus du orange, ce qui veut dire qu'on est tranquillement en train de se désinverser. Ici, on a la même chose qu'aux États-Unis, donc la comparaison entre le taux de rendement à 10 ans et le taux à 2 ans. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que on était très largement inversé, mais maintenant on est seulement à moins 0,170%. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va bientôt revenir à la normale. Et ici aussi, potentiel déclenchement de récession. Pour ce qui est de l'inflation, l'inflation au Canada, ça va encore beaucoup mieux qu'aux États-Unis. On avait pendant un moment eu un plateau sur les 2,7%, mais là on a réussi à le casser à la baisse, on est à 2,5% d'inflation, donc plutôt proche de la cible de 2% de la Banque du Canada. Donc là, pour l'instant, malgré les baisses de taux qu'il y a eu au Canada, on arrive
toujours à avoir une inflation de plus en plus faible. Donc on peut se dire que au niveau de l'inflation, au Canada, ça va plutôt bien. Et puis au niveau du taux de chômage, le taux de chômage il reste quand même historiquement assez bas, comme on peut le voir, mais là il est en train de repasser au-dessus des 6,4%, et ça, ce qu'on peut voir, la courbe jaune que l'on peut voir ici, c'est la moyenne mobile sur 9 périodes, donc là sur 9 ans, et donc on est en train de repasser au-dessus de cette moyenne à 9 ans. Maintenant, on va regarder les différents risk-on et risk-off. Donc tout ce que vous avez ici sur la gauche, c'est plutôt des actifs qui sont hors risque. Donc les personnes vont se réfugier là-dedans quand elles n'ont pas envie de prendre du risque. Et ce qu'on a sur la droite, c'est plutôt des actifs à risque. Et donc quand les personnes veulent aller chercher de la performance sur le marché, c'est là qu'ils vont aller. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des obligations de long terme, la courbe verte, on a plutôt une augmentation ces derniers temps, et donc ça va de pair avec ce que je t'expliquais juste avant, que quand les taux vont baisser, et bien en fait les obligations vont sûrement exploser à la hausse. Donc là on a l'ETF TLT qui est les Treasury Long Term aux États-Unis, donc des obligations à 20 ans et plus. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, elles sont en train de plutôt bien réagir aux annonces de la Fed, bien qu'on soit toujours en fait dans ce range ici, et qu'il faille quand même faire attention à ce haut de range, mais je pense que simplement mécaniquement, on devrait avoir un bon trade à faire ici. Pour ce qui est du dollar, ce qu'on peut voir, c'est que le dollar, il évolue dans un range en fait depuis septembre 2022 et que pour l'instant, on est en plein milieu de ce range. Donc, il n'y a pas vraiment de vrai avantage à s'exposer au dollar ou non. C'est simplement par rapport aux actifs que tu as envie d'acheter. Donc, si tu as besoin d'avoir du dollar pour acheter tes actifs, eh ben, tu vas t'exposer au dollar. Mais pour l'instant, il n'est pas ni plus fort ni moins fort que les autres monnaies. Il est simplement relativement à l'équilibre, et ce depuis 2022. La courbe jaune ici, c'est le cours de l'or. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que l'or, par contre, lui, il profite énormément en ce moment. Et ce, depuis en fait septembre 2022. On a vraiment une très très forte performance sur l'or. Et ça indique quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant, c'est parce que l'or, c'est une valeur refuge. Donc on a des guerres qui éclatent, on a des tensions géopolitiques qui se forment, on a de la peur sur le marché avec l'inflation et avec maintenant la récession. Et donc beaucoup de personnes se réfugient dans l'or pour essayer de pallier en fait à ce qui est en train de se passer dans l'économie mondiale. Et donc ce que ça nous indique, c'est qu'il y a beaucoup de tensions en fait sur le marché, et qu'il peut y avoir en ce moment des choses imprévisibles qui peuvent se passer, et que les acteurs du marché essayent de s'en prémunir en s'exposant à l'or. Et au niveau de ce qui s'appelle les consumer staples, donc c'est les biens de consommation de base, donc tout ce qui va être épicerie par exemple, et ben on peut voir que eux, ils étaient dans un range depuis très très longtemps. On avait d'ailleurs pris un très beau trade là sur le bas de ce range qu'on avait ramené jusqu'au haut du range il y a quelques mois de ça, en fait en octobre 2023. Et donc, moi, j'avais coupé mes positions ici, mais on peut voir que finalement, ben, ça a bien continué à la hausse. Et donc ça, ce que ça nous indique, c'est que pour l'instant, eh ben, la plupart de la consommation se fait sur les biens de consommation de base. Donc il y a quand même des personnes qui sont en train d'essayer de faire un petit peu de stockpiling, de faire des réserves en fait, en cas de retour de l'inflation par exemple. Mais clairement, ce que ça nous indique, c'est qu'on est plutôt dans une phase où les gens se préparent à être défensifs malgré les résultats extrêmement positifs du marché boursier. Et maintenant, si on passe aux actifs qui sont plutôt risk-on, donc ici en vert, on a le S&P 500. Et ce qu'on peut voir, c'est que le S&P 500, il continue d'être dans une tendance haussière de long terme. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. À chaque fois qu'il y a une baisse, c'est une bonne opportunité de rachat. Et là, on est revenu en fait à peu près au niveau du all-time high qu'on avait eu précédemment. Et pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser. On a une petite hésitation en ce moment. Donc on va voir si la récession va se déclencher et que ça va nous amener une baisse du marché boursier. Pour l'instant, ce n'est pas dans le graphique. Donc je considère que tant qu'on a un graphique qui est haussier comme ça et qu'on ne fait pas un lower low, ce qui veut dire que par exemple là on dépasserait, on aurait le cours qui retracerait et qui dépasserait ce point bas et qui déclencherait potentiellement une tendance baissière de moyen terme. Tant qu'on n'a pas ça qui se crée,
Moi, je pense qu'il vaut mieux rester dans le buy the dip, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un petit pullback de 4-5%, eh ben, il vaut mieux en fait continuer à faire des achats, tout simplement pour accumuler des positions, étant donné que on voit que le marché boursier US continue sa tendance haussière. Pour ce qui est du Bitcoin qui est ici en orange, ce qu'on peut voir c'est que c'est quand même assez différent. Là, on est plutôt en fait dans un range, voire même légère baisse puisque on fait quand même des points bas de plus en plus bas. Donc par rapport à la théorie de dos, on pourrait dire qu'on est dans une sorte de tendance baissière qui est un petit peu piégeuse parce qu'elle n'arrête pas de faire des rebonds pour nous faire croire qu'on n'est pas dans une tendance baissière. Donc ça peut créer quand même des pièges, mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ça dure depuis assez longtemps. Et le fait que ça dure longtemps, ça désespère les investisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus en fait, de comportements un petit peu erratiques avec le Fear and Greed Index, comme on a pu le voir dans les macro-cryptos précédents, qui n'arrêtent pas d'osciller entre extrême fear, extrême greed, à chaque fois que le prix rebondit ou rebaisse. Donc ça crée beaucoup d'émotions, ça fatigue les investisseurs et ça pourrait nous laisser une belle surprise pour la fin de l'année. Donc si on a une explosion haussière avec les élections américaines qui vont arriver, avec justement beaucoup de narratifs qui peuvent arriver sur les marchés boursiers et les marchés crypto, eh ben ça pourrait nous donner un rallye de fin d'année. Donc je ne suis pas fermé à cette possibilité. Pour l'instant, personnellement, je suis exposé à seulement 50% de mon portefeuille. J'ai revendu quand on a recommencé à perdre la zone des 65 000 ici qui était notre milieu de range. Moi je voulais vraiment voir une acceptation au-dessus. Le fait qu'on n'ait pas l'acceptation au-dessus, ça m'a amené à rediminuer un petit peu mes positions sur le marché en cas de retracement, étant donné qu'on voit une petite faiblesse dans le S&P et que ça pourrait aussi entraîner le Bitcoin. La courbe violette ici, c'est ce qu'on appelle les consumer discretionary, donc tout ce qui est les biens de consommation discrétionnaires, comme par exemple des télévisions, des ordinateurs, toutes les choses qu'on achète une fois, comme ça, de temps en temps, quand on a du surplus d'argent. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ne se comportent pas du tout pareil que les consumer staples qu'on a vu juste avant. C'est plutôt dans un range, on a dépassé le haut de range, on est revenu dans le range, et pour l'instant, on n'arrive pas à s'en extirper vers le haut. Ce qui nous indique que pour l'instant, les consommateurs ils ne sont pas poussés à aller faire des dépenses discrétionnaires, donc ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour se permettre ce genre de dépenses. La courbe grise ici, c'est le prix du pétrole. Le prix du pétrole, il est revenu sur des zones qui sont très très intéressantes, en fait, de bas de range ici. Et si on voit dans le graphique un début de rebond, moi, c'est un trade que j'adore en ce moment. Racheter sur le bas de range, le ramener sur la zone ici, au niveau des 84-85. Et en fait, je fais ce trade en boucle sur des options. Et ça me rapporte en fait chaque mois des belles petites plus-values. Donc c'est un trade que je suis porté à reprendre. On a eu des annonces de l'OPEP qui nous ont dit qu'ils voulaient maintenir le prix au niveau des 80 pour que ce soit rentable pour eux d'aller forer du pétrole. Donc on a une indication fondamentale ici. On a une autre indication, c'est que le gouvernement américain avait ouvert ses réserves de pétrole pour essayer de maintenir le prix du pétrole, mais on arrive au bout des réserves stratégiques de pétrole et il va falloir qu'il les re-remplisse. Donc ça peut faire une demande qui est quand même assez importante sur le pétrole. Donc à chaque fois que le prix va être assez bas, les États-Unis pourraient être tentés de racheter du pétrole. Donc ça va nous faire un autre catalyste haussier. Et on a les tensions au Moyen-Orient, comme on a pu le voir avec les Houthis par exemple, qui avaient envoyer des roquettes sur des bateaux avec des containers dessus, ce qui a causé du trouble sur les chaînes d'approvisionnement. Et ben ça peut être un petit peu la même chose qui peut se passer sur le pétrole, c'est-à-dire que si les pétroliers n'arrivent pas à passer, ils vont devoir faire des détours par d'autres routes maritimes et ça va aussi faire un catalyste haussier sur le prix du pétrole. Donc pour moi, je suis plutôt bullish sur le pétrole. Pour l'instant, techniquement, il est dans un range, donc je joue les bornes du range et je ne me pose pas plus de questions que ça. Par contre, attention, si on perd la borne basse du range, il faudra mieux couper les positions et attendre de retrouver un nouveau point bas. Pour ce qui est des commodities, la courbe rose qu'on voit ici, ça en fait c'est tout ce qui est des matériaux de base par exemple ou des ressources.
Et ce qu'on peut voir, c'est que le prix est assez bas. Donc ça nous indique que déjà l'inflation a bien baissé, puisque le prix des matières premières a baissé. Et là, on est sur vraiment un point bas sur lequel on pourrait commencer à avoir un rebond. Donc ça peut être un trade intéressant si on veut jouer un rebond sur les commodities. Et il faut savoir que les commodities et le pétrole, c'est très lié. Et personnellement, je trouve qu'il y a un bêta supérieur sur le pétrole. Donc on va généralement avoir des mouvements un petit peu plus volatiles et un petit peu plus intéressants que sur l'ensemble des commodities. Maintenant, on va passer à l'analyse des graphiques boursiers et on va commencer par le mensuel. Je vais retirer tous les dessins et on va regarder les différents indices américains. Donc le premier qu'on va regarder, c'est bien sûr le S&P 500. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu donc la clôture du mois d'août. Et la clôture du mois d'août, on a eu un gros appel baissier. Mais finalement, les boules ont réussi à reprendre à la hausse. Donc l'appel baissier, il s'est fait en août, bien entendu, quand il y a eu le carry trade japonais qui a explosé. Donc avec le Japon qui a rehaussé son taux d'intérêt, les personnes qui empruntaient en yens japonais pour investir sur des obligations américaines ou sur la bourse américaine en faisant des belles plus-values et en remboursant leurs dettes en yens qui s'étaient dévalués. Quand la Banque centrale japonaise a rehaussé son taux directeur, ça a renforcé le yen et donc ça a mis en péril ce type de trade qui était quand même avec un poids de 40 trillions de dollars sur l'économie mondiale. Donc c'était pas rien. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, dès que la Banque centrale du Japon a dit qu'ils n'allaient pas rehausser plus que ça leur taux d'intérêt, ça a tout simplement remis la situation à plat et ça a permis de remonter. Il y a eu aussi quand même une annonce qui a été importante au niveau des États-Unis, c'est les NFP, donc Non-Farm Payrolls, qui sont en fait les résultats de l'emploi. Et là, on peut voir qu'il y a eu beaucoup moins d'emplois qu'espérés qui ont été créés. Et donc ça crée aussi un indicateur de récession. Et ça a fait peur aussi sur les marchés. Donc attention à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que on suit toujours en fait la bande de Bollinger-Hott. Et tant qu'on est en train de grinder comme ça sur la bande de Bollinger-Hott, eh ben, le plus probable, c'est qu'on continue avec une hausse. Donc moi, tant que je ne verrai pas une bande de Bollinger-Hott en mensuel à plat, eh ben, je ne vais pas être plus inquiété que ça sur le marché. On va regarder un petit peu au niveau du Z-score. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en légère surchauffe, donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Mais pas de raison de s'inquiéter. Le Z-score, même quand il est en surchauffe, c'est pas un indicateur qui va nous dire c'est fini tout de suite. Ça peut durer pendant très longtemps. Donc juste une indication supplémentaire qu'il va falloir coupler à des indications fondamentales et à bien sûr une observation du graphique. Pour moi, la Bollinger-Hott à plat en mensuel, c'est vraiment l'indicateur qui me fait diminuer mes positions sur le S&P. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc je ne suis pas plus inquiet à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde le graphique du Nasdaq en mensuel, ce qu'on peut voir, c'est que le Nasdaq, c'est légèrement différent. Lui, en fait, pendant le mois d'août, il n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Il est resté en stagnation par rapport aux 3 derniers mois qu'on a eus. Les volumes ont été à peu près au niveau de la moyenne, donc il y a eu quand même des forts volumes pour essayer de défendre le prix sur cette mèche ici, mais on n'arrive pas à remonter, et les bandes de Bollinger rentrent en contraction, ce qui, pour moi, donne plus de risque d'avoir en fait une stagnation, voire un retest de la MA20 de la Bollinger sur cet indice. Pour ce qui est du Dow Jones, donc lui, on peut voir qu'il est plutôt comme le S&P, il est toujours en train de grinder à la hausse sa Bollinger-Hott. On a même les Bollinger qui sont limite en train de prendre de l'expansion, ce qui veut dire qu'il y a un fort momentum. Et en fait, ça fait du sens, parce que si tu y penses, bah, le Dow Jones, c'est des stocks qui sont plutôt défensifs, c'est des stocks qui sont là depuis très longtemps, qui versent des dividendes, qui sont en fait vraiment des entreprises très solides. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir se réfugier sur le Dow si jamais l'économie commence à aller un petit peu mal. Comme on a des signaux de récession potentiels, eh ben, on peut voir qu'il y a des personnes qui sont intéressées d'aller sur le Dow et on a eu des volumes qui sont à la moyenne. Pour ce qui est du Russell, donc le Russell, c'est plutôt les small caps américaines.
et ben, on peut voir qu'en mensuel, on est en train de revenir en fait au niveau des ATH. Donc ça, c'était un trade dont j'avais parlé pendant un bon moment, qui s'est très bien réalisé. Donc là, on avait eu une très longue stagnation et on a repris à la hausse. Et là, pareil, on est en train de grinder sur la Bollinger haute et les bandes de Bollinger commencent à prendre un petit peu d'expansion, ce qui nous indique un fort momentum à la hausse. Et pour l'instant, il a plutôt bien résisté en fait sur la phase de baisse de ce mois d'août, en réussissant à clôturer quasiment au sommet de la bougie précédente. Donc on n'a pas fait un nouveau plus haut, mais on est toujours plutôt sur une tendance haussière sur ces entreprises-là. Donc on pourrait se dire que les capitaux qui ont été accumulés par l'économie américaine, et ben là on a eu les 15 plus grosses entreprises américaines qui ont vraiment réussi à attirer tous les capitaux, mais maintenant on pourrait se dire que le potentiel de hausse sur ces actifs-là est peut-être un petit peu moins élevé, et donc les capitaux commencent à ruisseler dans les entreprises qui sont les small cap, les mid cap, qui ont été délaissés en fait pendant toute cette période. Donc je pense que c'est un des catalystes qui fait qu'on a eu cette augmentation de la valeur de ces entreprises. Maintenant, si on regarde rapidement en hebdomadaire, on peut voir que pour l'instant sur le S&P 500, dès qu'on est passé en dessous de la MA20 des Bollinger, ça a été une excellente opportunité d'achat qui nous a ramené déjà quasiment au niveau des ATH. Donc maintenant, il va falloir voir si le prix est capable de passer au-dessus de l'ATH. On a des volumes qui sont en diminution sur cette hausse, donc ça, c'est pas vraiment quelque chose de positif. On aurait voulu voir plutôt des volumes en augmentation. Et au niveau du breadth, donc là ce qu'on peut voir, ces courbes qui sont ici, donc on a la courbe verte qui est le breadth de court terme, c'est-à-dire quel pourcentage des actions du S&P 500 sont au-dessus de leur MA20. Donc là par exemple on a 90%, on a 90% oui, des actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur MA20. On a 80% des actions qui sont au-dessus de leur MA50, la courbe jaune, et quasiment 80% qui sont au-dessus de leur MA100, la courbe rouge. Donc on est dans une tendance haussière très forte, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que toutes les actions sont en train de performer à fond. Donc on pourrait s'attendre au fait qu'on ait une inversion ici. On peut voir en fait que souvent, quand on arrive dans ces zones-là, ça nous fait un petit pullback. Donc il ne faudra pas s'en étonner, mais cet indicateur, il n'est pas non plus un indicateur infaillible pour prédire à quel moment on va avoir un pullback. C'est plutôt un très bon indicateur pour nous dire quand est-ce qu'il faut racheter. Et donc là, on peut voir que quand on a le background vert ici, c'est-à-dire que toutes les courbes sont en dessous de 20%, et là, on se retrouve à avoir un très bon point d'entrée sur le marché. Donc ce sera un indicateur à surveiller quand on aura une baisse pour éventuellement revenir investir sur le marché. Ensuite, ce qu'on peut voir sur le Nasdaq, c'est que lui, par contre, il n'a pas réussi à rebondir jusqu'à ses ATH et qu'il est allé chercher beaucoup plus bas, quasiment jusqu'à la Bollinger basse. Et donc, pour moi, ici, on a un début de transformation en possible marché baissier. Et je serai beaucoup plus prudent en fait sur les stocks du Nasdaq que sur les stocks du S&P ou du Dow. Donc, à prendre en considération. On peut voir ici que les volumes sont aussi à la baisse sur la phase de remontée et qu'on est déjà sur des volumes légèrement, enfin pas légèrement, en fait quasiment au niveau de la moyenne sur cette première petite bougie de baisse. Donc il faut quand même faire attention ici. Pour ce qui est du Dow, pour le Dow, c'est plutôt positif en fait en hebdomadaire. On peut voir qu'on est revenu faire un nouvel ATH. On a aussi les bandes de Bollinger qui commencent à prendre de l'ampleur, nous indiquant un momentum haussier assez fort. Et on peut voir que oui, on n'a pas vraiment des volumes qui suivent, mais que sur la dernière semaine, on a quand même eu des jolis volumes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et sur le Russell 2000, ce qu'on peut voir, c'est que la phase de hausse a été plutôt forte, mais pas suivie avec des volumes. Donc on est relativement similaire à ce qui s'est passé en fait sur les autres indices, mais c'est beaucoup plus fort, comme on peut le voir par rapport au Nasdaq. Là, on est vraiment en train d'agresser la bande de Bollinger haute et on a vraiment un momentum haussier qu'on a envie de maintenir. Donc là, on peut voir le range qu'on avait eu pendant très longtemps en 2022.
Et en fait, quand on a cassé le haut de ce range, eh ben, là, ça devient une tendance haussière qui a l'air de, pour l'instant, être assez viable, mais on voit qu'il y a de la volatilité, donc il faut quand même faire attention à ça. Pareil, on va pouvoir utiliser le Z-Score, qui est un indicateur que j'ai codé sur TradingView, donc tu peux aller le récupérer en venant te rejoindre au Discord, et tu vas le trouver en fait sur le Discord disponible. Cet indicateur-là, eh ben, il te permet d'avoir des très très bonnes entrées sur le marché. Tu vois que quand le background devient vert, en fait, c'est qu'on a vraiment fait un pullback un petit peu exagéré. Et donc sur des indices boursiers qui sont en tendance haussière de long terme, eh ben, ça permet d'avoir des très très belles entrées en fait quand on a cet indicateur qui flash au vert. Et maintenant, on va regarder tout ça en daily. Donc en daily, ben, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des indices ils font plutôt une stagnation. Donc là, sur le S&P 500, on a vraiment un range très serré depuis 2 semaines qui est en train de se créer. On a quand même la bande de Bollinger Haute qui continue de pointer vers le haut. Donc ça, c'est plutôt une indication de tendance haussière sous-jacente qui pousse les prix vers le haut. On a encore une fois nos indicateurs de market breadth qui sont un petit peu trop élevés. Donc ça pourrait nous donner une pression baissière sur les prix. Donc faire attention à ça. Et on commence à avoir des volumes qui commencent à revenir. Donc on va voir au mois de septembre avec le retour des investisseurs institutionnels ce qui va se passer. Au niveau du Nasdaq, on est plutôt baissier, sans vraiment être extrêmement baissier, mais on peut voir que le range est un petit peu plus ample, qu'on n'a pas pour l'instant envie de retrouver les ATH et que les bandes de Bollinger sont prêtes à repasser à plat. Donc pour l'instant, pas vraiment d'avantage à investir sur le Nasdaq. Pareil, en daily, on peut voir que le Z-Score, ça nous donne des très très bonnes indications pour prendre des jolis trades à la hausse. Donc quand on a le flash vert en daily, c'est très très bon pour prendre un trade de plutôt court terme, je dirais. Et quand on a un flash en weekly, là, ça peut être une très bonne entrée de long terme en fait. Pour ce qui est du Dow Jones, ben, on peut voir que lui, par contre, il est en tendance haussière très 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 prononcée. Hein, en fait, même pas de baisse à signaler ici, donc pas de problème pour le Dow Jones. On est plutôt sur un bon potentiel de hausse ici. Et pour ce qui est du Russell, eh ben c'est pareil, on a toujours une tendance qui est plutôt haussière. En fait, on n'a pas vraiment de stagnation du prix, on a une stagnation sur la semaine, avec des mèches un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous poser question. Si on n'arrive pas à dépasser en fait ce sommet qu'on a ici, il va falloir considérer qu'on pourrait avoir un retest de la Bollinger basse sur les 200. Et ça, ce serait un beau cadeau pour pouvoir reprendre des positions ici et le ramener en fait sur la zone des 220. Maintenant, on va regarder le market breadth sur le S&P 500. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on a un dépassement des 90 sur le breadth de court terme, donc les stocks qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 20 périodes. Donc ça, ce que ça nous indique, c'est que en fait, sur le court terme, quasiment toutes les actions du S&P 500 sont en surperformance. Ensuite, sur le breadth de moyen terme, c'est-à-dire les stocks qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes, donc 50 jours, eh ben on peut voir que là, c'est au-dessus des 80, donc on commence à être largement en surchauffe. Et pour ce qui est du 100 jours, eh ben on est en train de se rediriger vers les 80, on est à 77, ce qui nous indique en fait qu'en ce moment, eh ben, on a vraiment tout le marché qui performe sur toutes les unités de temps, donc peut-être un petit peu d'exagération à la hausse. Au niveau du put-call ratio, ce que ça nous indique, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de calls comparé aux puts, puisqu'on a seulement 0,71, donc un ratio inférieur de put à ce qu'on a par rapport au call. Et donc ça, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, eh ben, tout le monde est en train d'acheter des calls, donc de parier à la hausse, ce qui nous indique que finalement, les gens sont peut-être un petit peu trop haussiers par rapport aux performances du marché. Donc là, faire attention aussi à ça. Généralement, quand tout le monde se met à être dans une même direction, on peut avoir une correction qui va surprendre tout le monde.
Maintenant, si on regarde les différents secteurs, ce qu'on peut voir, c'est que le secteur de la finance est le secteur qui, depuis le début de l'année, performe le mieux. Et c'est assez logique en fait, parce qu'en 2022, on a eu des grosses catastrophes en finance, comme on a pu le voir avec les faillites bancaires, etc. Et donc, on a un fort rattrapage qui est en train de se faire là-dessus. Et aussi, la baisse des taux d'intérêt, ben, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont venir emprunter et qui vont faire rouler en fait ce genre de business. Et donc là, on a vraiment la finance qui est le leader du marché avec 31% de performance depuis le début de l'année. Ensuite, on a l'industrie et les communications. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a vraiment un shift pendant une bonne période, en fait, jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet. On a eu vraiment le XLK, donc ça, c'est les stocks technologiques qui ont leadé le marché, et d'un coup on a eu un retournement, et c'est plutôt en fait les autres stocks qui avaient déjà une tendance de fond qui était plutôt haussière, qui sont vraiment venus prendre la part belle sur le marché. Et donc finalement ben, on peut voir que l'industrie, la finance, même la santé sont en train de revenir. Et on a même aussi nos consumer staples et nos matériaux, donc XLB et XLP, qui sont en train d'avoir une forte poussée haussière. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce que ce que c'est en train de nous dire, c'est que finalement, eh ben, c'est les autres types d'industries qui sont en train de prendre des parts de marché, et souvent aussi des secteurs un petit peu plus défensifs. Donc c'est à considérer pour nos investissements. Ensuite, pour ce qui est des différentes monnaies, eh ben là, ce qu'on peut voir, c'est que en ce moment, on a vraiment le réal brésilien qui est la pire monnaie. Donc eux, ils ont perdu 15% en fait depuis le début de l'année par rapport au dollar américain. Donc ça, c'est vraiment très très moche. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le yen qui est en vert, eux, ils étaient en forte perte depuis le début de l'année, 7% depuis le début de l'année par rapport au dollar américain, mais que là, on est revenu en fait sur une surperformance par rapport au dollar depuis le début de l'année, juste avec le fait que la Banque centrale du Japon augmente les taux d'intérêt brièvement. Et donc il y a eu un très 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 beau trade à prendre sur le yen. Et donc ça, c'est quand même à constater que le yen a repris vraiment du poil de la bête. Donc c'est peut-être plus le moment de shorter le yen comme on le faisait avant. Et en fait, toutes les autres monnaies, eh ben, elles sont en train de commencer à prendre de la valeur par rapport au dollar. Donc ça, c'est aussi une indication importante. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de demandes sur le dollar, et de plus en plus de personnes se réfugient vers leur propre monnaie. Par exemple, le franc suisse qui performe assez bien ici en rose. Mais le plus notable de tous, c'est en fait la livre sterling, qui, elle, a vraiment pris de la valeur, quasiment 4% depuis le début de l'année par rapport au dollar américain. Et ensuite, on va comparer les différents indices boursiers. Donc là, sur le très long terme, on peut voir que c'est l'indice indien, ici en rose, qui fait les meilleures performances, accompagné de l'indice japonais en blanc et de l'indice américain en vert. Tous les autres, vraiment, sur le long terme, ils n'ont pas du tout autant performé. Ils t'ont fait quand même gagner de l'argent, mais ça n'a pas été une performance exubérante, à part le marché de Hong Kong qui, lui, a perdu de la valeur en fait sur les 10 dernières années. Attends, excusez, parce que on n'est pas tout à fait sur la bonne échelle. Voilà, sur les 10 dernières années, on a quand même perdu de l'argent sur le marché de Hong Kong. Tous les autres marchés ont fait gagner de l'argent, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'Inde, c'est vraiment le marché qui est en explosion depuis 10 ans. Maintenant, si on regarde ici depuis le début de l'année, ce qu'on peut voir, c'est que le meilleur marché reste le marché américain, suivi du marché indien et du marché japonais. Le marché japonais a leadé quasiment toute l'année. Et depuis qu'il y a eu cette hausse de taux de la Banque centrale japonaise, ça a justement revalorisé le yen, et ça a fait baisser en fait les valorisations du marché boursier, parce qu'il y a eu des ventes assez massives d'actifs boursiers japonais. Mais dès que la Banque centrale a fait son annonce, on peut voir que c'est remonté assez fortement, et qu'on est déjà assez proche en fait du niveau des ATH. Donc moi, je parierai pas non plus contre le marché japonais à l'heure actuelle. J'ai pas du tout envie de shorter ce marché. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a une très très belle reprise du marché de Hong Kong. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisque les valorisations sont très très basses, et qu'on a quand même des très belles entreprises sur ce marché-là, et une crise financière qui vient de passer en fait en Chine,
Donc on est sur des valorisations plutôt intéressantes. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu pourras bien sûr aller la consulter si tu veux en savoir plus sur mes investissements en Chine. Et là, donc, on peut voir que le marché chinois, lui, il est plutôt dans une tendance baissière toujours. Il essaye de revenir stabiliser, mais depuis le début de l'année, en fait, il galère un peu. Il a eu une belle phase de hausse, et puis là, on n'arrive pas à retrouver de la performance dessus. Donc, moi, j'ai fait mes investissements pour un horizon de 3 ans, donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Ça me permet d'accumuler des positions, mais attention, sur le court terme, tendance baissière, donc on n'est pas forcément dans un bon moment pour trader ce marché à la hausse. Ce qu'on peut voir par contre qui est très notable, c'est qu'on avait vraiment eu une très belle performance en début d'année du marché russe qui était même supérieur en termes de performance au marché américain et qui finalement se casse complètement la gueule maintenant. On est passé à moins 17% de performance sur l'année, donc là c'est vraiment dégueulasse. Et ça, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, peut-être que la politique d'embargo sur les biens russes commence à fonctionner par rapport à ce que les États-Unis et l'Europe ont mis en place, mais aussi que les Russes, finalement, ils sont... quasiment tout le marché boursier russe est sur l'énergie, sur le pétrole et le gaz, et que pour l'instant, ces secteurs-là risquent de ne pas performer. Donc ça va être aussi un de nos indicateurs pour nous poser la question si on a envie de prendre plus de positions sur le pétrole. Et le marché brésilien, lui, par contre, commence à bien rebondir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a par contre un réal qui est en forte baisse depuis le début de l'année par rapport au dollar US. Donc il vaudra mieux redénominer le marché brésilien en dollar US pour voir s'il y a vraiment une performance intéressante à aller chercher ici. Et puis maintenant, on va juste regarder le calendrier économique pour savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Donc si on regarde pour la semaine, les annonces importantes, on va avoir la décision de taux d'intérêt pour la Banque centrale du Canada. Donc ça va nous indiquer si on va avoir une baisse de taux. C'est prévu qu'on ait une baisse de taux, donc normalement, on devrait voir justement les obligations canadiennes performer encore mieux avec cette nouvelle baisse de taux. Et puis on va avoir aussi le taux de chômage au Canada, donc ça va être important à suivre si on a une surprise ici à la hausse. Maintenant on a aussi les NFP. Les NFP, je vous ai dit que ça c'était quand même quelque chose qui nous a créé une grosse surprise la fois précédente, et donc là si on voit le chiffre en dessous des 100 000, ça risque d'être une très forte indication de récession aux États-Unis. Et on va avoir le taux de chômage aux États-Unis, donc pareil, si on le voit en hausse, là il est prévu à 4,3, si jamais on l'a à la hausse, ça risque aussi de rajouter de l'huile sur le feu par rapport à la peur de la récession. Et puis on va avoir l'inflation en Chine, mais bon, ça je dirais que c'est assez peu significatif. Et ensuite au Canada, cette semaine, donc on a vu que les annonces importantes, ça a été la balance commerciale et la décision des taux d'intérêt. On a aussi bien sûr la conférence de presse des chairmans de la Banque centrale qui va être importante. Bien sûr les annonces du chômage, le taux d'emploi. Donc on va quand même avoir quelques annonces intéressantes à suivre au Canada. Et si on regarde maintenant les commodities, donc ce qu'on peut voir, c'est que sur la semaine, ce qui performe, c'est plutôt le gaz. Et en fait, le gaz, même en mensuel, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a une tendance haussière sur le gaz qui peut être tradable. Pour ce qui est des métaux, c'est plutôt l'acier qui est intéressant. En plus, il est quand même assez dévalué parce que par rapport à l'année dernière, il a quand même bien baissé. Et on voit un retour de tendance haussière ici. Donc ça peut être intéressant aussi de trader l'acier. Tout début de retour sur le lithium. Donc là, on peut voir que le lithium, ça a énormément baissé parce qu'il y avait eu énormément de spéculation avec les véhicules électriques pendant toute la phase 2020-2021 où tout le monde investissait dans les véhicules électriques avec Tesla, l'histoire qu'on connaît. Et maintenant, on peut voir qu'il y a eu une exagération à la baisse. On pourrait commencer à être sur un début de positionnement intéressant sur le lithium, sachant que l'électrification du parc automobile et en général les demandes en électricité
et en énergie verte vont demander d'avoir des batteries qui vont consommer du lithium. Donc il y a un play intéressant à faire maintenant que les valorisations sont revenues sur des zones intéressantes. Sur tout ce qui est agriculture, ce qu'on peut voir, c'est que on a une petite tendance haussière qui commence à se redessiner sur le blé et sur le sucre qui était quand même assez dévalué par rapport à l'année dernière. Et par contre, attention, on a le cacao, etc., qui était la grosse tendance haussière. Là, on peut voir qu'il y a une petite baisse cette semaine, mais moi, je trouve que le cacao et le café, ça reste à surveiller parce que la tendance haussière qu'on a dessus, elle est énorme. Et en fait, si jamais on a une deuxième sécheresse l'année prochaine, ça risque vraiment de faire exploser à la hausse le prix de ces biens de consommation. Pour ce qui est au niveau de l'industrie, eh ben, on peut voir que c'est des terres rares en fait, qui sont elles aussi utilisées pour la construction de batteries. Et donc ça, on peut voir qu'il y a une très très forte augmentation et ça peut favoriser aussi le marché chinois. Si tu regardes la vidéo que j'ai faite, tu vas voir pourquoi. Au niveau de ce qui est de l'agriculture du bétail, on peut voir que c'est les œufs qui sont en forte augmentation, les œufs aux États-Unis. Le reste, il n'y a pas de forte inflation en fait là-dessus, donc c'est plutôt bon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux avoir ce genre d'analyse toutes les semaines, eh ben, rejoins le groupe Discord que tu trouveras en description. C'est vraiment là où je poste tous les graphiques avec les explications détaillées chaque semaine pour pouvoir te faire des bonnes idées et où je te donne mon sentiment sur le marché pour t'aider à faire tes propres analyses et pour t'aider en fait à décrypter un petit peu ce marché et à en tirer avantage. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, un commentaire, partage la vidéo avec tes amis investisseurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!